Écoutez, merci de votre présence. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, donc vous êtes encore plus méritant d'être venu jusqu'ici. Notre directeur va nous rejoindre. Bon, cette conférence de presse, comme vous le savez, précède notre congrès, et le premier congrès du genre, puisque pendant 2 jours, nous réunirons COP de France. Ce sera aussi l'Assemblée Générale d'Invio et le premier rendez-vous d'ACOA. Je crois que vous avez le programme des manifestations avec vous. C'est effectivement l'objectif qu'on s'était fixé au moment de la création d'ACOA, que de construire un grand rendez-vous de la coopération agricole et agroalimentaire. Et donc ce sera le cas. Je dis un grand rendez-vous parce que, en termes de participation, nous mobiliserons encore plus que d'habitude. Le premier jour sera consacré à COP de France, d'abord à ses sections, avec une partie publique à laquelle vous êtes bien sûr conviés, métier du grain, pôle animal, déshydratation, etc. Ensuite, il y aura une plénière de COP de France sur le thème de la concurrence, du droit de la concurrence. J'y reviendrai, mais c'est pour nous un sujet qui est vraiment extrêmement préoccupant, qui est au cœur de nos réflexions, tellement le droit de la concurrence peut perturber les stratégies des coopératives. Donc ce sera le temps fort de l'Assemblée de COP de France. Et nous ferons aussi, à cette occasion, un point sur les travaux d'ACOA. Puisque je vous rappelle que lorsque nous avons créé ACOA, nous avons arrêté 4 projets, 4 chantiers. La communication, les stratégies de lobbying, notamment au niveau européen, la formation, et les stratégies de l'export, notamment pour la filière viticole. Alors, je vais vous dire un petit mot sur chacun de ces 4 chantiers pour vous dire où ils en sont, mais il y en a un qui est forcément très important, puisqu'il vise à solliciter toutes les coopératives françaises. C'est celui de la communication. Alors, avant de m'y étendre, je crois qu'on pourrait passer à cet instant un petit film, ça dure 2 minutes, qui a le mérite de vous dire un peu comment nous avons jusque maintenant sollicité les coopératives autour de ce projet. Télévision, presse écrite, Internet, réseaux sociaux. Nous vivons une époque d'hypercommunication. Plan d'urgence massif. Les agriculteurs sont aussi directement concernés. Ils s'enrichissent avec ce qui nous nourrit. Il y a une véritable incompréhension qui s'est installée entre la société et l'agriculture d'aujourd'hui. Les Parisiens ont découvert dans le métro la nouvelle campagne de France Nature Environnement. Les seuls qui s'expriment à propos de l'agriculture en général et de temps en temps à propos de la coopération agricole, ce sont ces détracteurs. Pas un consommateur ne met une coopérative derrière un produit. Pas un acteur économique ou politique ne sait situer l'importance du secteur coopératif dans l'économie agricole française. Il nous faut impérativement reprendre de la notoriété. Il s'agit pour nous de faire valoir nos différences. C'est l'intérêt de notre modèle d'organisation dans toutes ses dimensions économiques, mais aussi humaines et sociales. La particularité de notre démarche coopérative, c'est qu'elle est tout à fait en ligne avec la citoyenneté et ce qu'attendent les gens aujourd'hui de notre société. La coopération, c'est un projet d'homme. On est grand, plus ou moins grand, mais ce qui est important, ce sont les liens entre les hommes. Ce sont ces liens qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de l'humanité. Nous devons montrer qu'il y a une autre économie que celle qui est montrée à la télévision au quotidien, les entreprises du CAC 40, les profits qui se dispersent à travers la planète. Donc il est important de porter à la connaissance du grand public les valeurs qui sont les nôtres. Il faut montrer nos atouts,
montrer tout ce que représente l'agriculture au niveau de la balance commerciale, de l'innovation, au niveau de l'occupation du territoire. Alors il faut se concentrer sur l'essentiel, le professionnalisme et le dynamisme des agriculteurs capables de s'organiser dans un modèle économique tout à fait particulier qui s'appelle la coopération agricole. Nous avons beaucoup plus à perdre économiquement au sein de nos structures en ne communiquant pas. Aujourd'hui, l'occasion nous en est donnée. Nous sommes prêts à mettre les moyens dans la durée. Allons-y. Il serait dommage de ne pas construire cet élan, cette dynamique de nos coopératives pour dire qui elles sont, ce qu'elles font et combien elles sont porteuses d'avenir. Le projet qu'on vous propose, il n'a jamais été fait nulle part. Depuis 20 ou 25 ans, tout le monde en parle, tout le monde a envie de faire de la communication. Eh bien, nous vous proposons de la mettre en place pour qu'elle soit à votre service et au service des agriculteurs. Voilà, c'est le résumé d'un film d'une dizaine de minutes qui a servi de support aux nombreuses réunions que nous avons tenues depuis le mois de septembre. J'ai dû en faire une trentaine dans toutes les régions de France, dans chacune de nos filières, parfois même dans des assemblées générales de coopératives. Ce film a donc servi de support pour ouvrir ce débat autour d'un projet de communication. Comme vous l'aurez compris, c'est un projet de communication sur l'agriculture coopérative. Entendez par là que c'est un projet de communication sur la coopération agricole. Ce n'est pas un projet de com sur l'agriculture. On n'a pas vocation, évidemment, à se lancer dans un tel objectif. Nous sommes syndicats de coopératives et nous voulons parler des coopératives. En parlant des coopératives agricoles, nous espérons améliorer leur notoriété et bien évidemment contribuer à améliorer aussi celle de l'agriculture en général, puisque c'est des coopératives agricoles et agroalimentaires que nous allons parler. C'est un projet qui, pour voir le jour, suppose l'adhésion des coopératives, puisque c'est ni COP de France, ni Vivo, ni ACOA qui peuvent le porter. Donc nous sollicitons l'adhésion de toutes les coopératives. À ce stade, nous faisons un peu comme au Téléthon, on sollicite d'abord leurs promesses, et en fonction du nombre de retours, en fonction de l'importance ou du niveau des promesses, nous prendrons la décision de faire ou de ne pas faire. Donc nous arrêterons le compteur comme le Téléthon mardi soir, la veille de notre congrès, de façon à pouvoir annoncer le lendemain si on est en mesure de concrétiser ce projet ou pas. Là, vous avez combien? Eh bien, laissez le compteur tourner, on vous le dira mardi combien on a. Nous sollicitons une contribution de 0,017% du chiffre d'affaires des coopératives, ce qui pourrait nous laisser espérer, mais enfin on ne rêve pas quand même trop, si toutes les coopératives disaient oui, un budget de 11 millions d'euros. C'est sur 3 ans ou c'est sur... Alors, d'abord, ce projet, s'il voyait le jour, suppose un budget ambitieux. Encore une fois, si toutes les COP contribuaient, ce serait 11 millions. On n'aura jamais 100% des coopératives, mais on espère le plus grand nombre. Et nous savons aussi que ça n'a d'intérêt, sauf à être gaspillé, que si ça s'inscrit dans la durée. Et donc aujourd'hui, la mobilisation des coopératives est animée autour d'une durée de 3 ans. 3 ans minimum. Je vous rappelle que les artisans doivent en être à la 11e année. Si vous connaissez un peu la stratégie de com de l'artisanat, bon, ils ont eu la chance de pouvoir mettre en place une sorte de CVO, les artisans. C'est Raffarin, ministre de l'Artisanat, qui avait encouragé la création d'un établissement public, etc. Chaque artisan doit verser 11 € par an. Et bon, voilà, c'est une campagne qu'on a suivie de près. On les a rencontrés pour discuter avec eux. On a à peu près la même ambition, sauf que nous, c'est sur la base du volontariat.
les CVO en agriculture, c'est pas très à la mode. Je ne sais pas si ça vous avez remarqué, mais on pourra y revenir en parlant de l'élevage d'ailleurs. Voilà, donc un plan de com qui, nous l'espérons, trouvera sa concrétisation en 2013. Bon, 0,017% du chiffre d'affaires, je ne sais pas si ça vous parle. C'est quand même une contribution qui est pas négligeable pour des filières de l'élevage, du lait, des fruits qui sont pas en grande forme. Bon, c'est pas aussi évident à obtenir, quoi. Voilà, c'est pour ça que on compte le retour des promesses tous les jours et qu'on espère que d'ici mardi, nous aurons suffisamment de retours. Les 3 autres chantiers d'ACOA, c'est le lobbying, parce que le traité de Lisbonne et le principe de codécision du Parlement oblige nos organisations à être beaucoup plus présentes auprès des parlementaires européens. Donc nous allons renforcer notre action à Bruxelles. La formation, nous souhaitons créer une sorte d'institut de la formation coopérative. Dans un premier temps, labelliser un catalogue de formation de bon niveau, parce que nous sommes persuadés que la gouvernance sera de plus en plus un élément de la performance coopérative. Il faut que nous proposions aux dirigeants des coopératives une formation continue, la meilleure possible, parce que l'exercice de la responsabilité d'administrateur, d'élu, de président, est un exercice qui devient de plus en plus difficile et qui suppose donc d'être bien armé pour l'exercer. Je vous disais enfin que le dernier chantier, c'était la stratégie d'exportation pour le secteur viticole. On a fait sourire lorsqu'on a lancé cette idée parce que, il faut bien le reconnaître, assez peu de monde croyait que nous allions pouvoir avancer. Aujourd'hui, on a un groupe de coopératives viticoles qui sont tout à fait prêtes à développer ensemble une stratégie d'exportation et à se présenter sur des pays avec un catalogue de produits qui va leur permettre de répondre à une demande qui, en Asie par exemple, ne tolère pas qu'on vienne sans avoir la taille, quoi, pour répondre à la demande de consommation. Donc, les coopératives viticoles avancent bien dans ce domaine. Certaines d'entre elles, tout ça sera dévoilé à notre congrès. Enfin, le congrès se terminera par un colloque, par les rencontres d'ACOA, sur le thème de l'alimentation, des évolutions de l'alimentation et des modes de consommation dans le monde et en France. C'est un sujet qui nous paraît essentiel, là encore, pour mieux arrêter la stratégie de nos coopératives. Il faut qu'on sache mesurer ces importantes évolutions des modes de consommation chez nous et dans le monde. Est-ce que les produits de l'élevage seront consommés comme ils le sont aujourd'hui? Est-ce que d'autres modes de consommation vont se développer? Il y a un certain nombre d'experts qui nous apporteront leur éclairage là-dessus. Alors, ces 2 jours devaient être ponctués par la présence de plusieurs ministres, celui de l'agroalimentaire, celui de l'agriculture, celui du commerce extérieur. Tout ça n'est pas confirmé puisque malheureusement le président de la République organise un déplacement en Algérie au même moment, le 19 et le 20, et la délégation ministérielle va être arrêtée, je crois, dans la soirée. Donc nous ne savons encore pas quel ministre pourra participer à nos travaux.
C'est un peu perturbant puisque nous sommes nous-mêmes invités, alors plus en qualité d'in vivo, pour accompagner le président de la République en Algérie. Et malheureusement, comme c'est notre congrès, on ne va pas pouvoir le faire. C'est dommage parce que, petite parenthèse, mais l'Algérie est le premier client de notre Union nationale in vivo. Et le président de la République a précisé que ce déplacement en Algérie serait consacré, pas exclusivement évidemment, mais pour une bonne partie à l'agriculture, au partenariat qu'il conviendrait de construire. Bon, il y aura sans doute d'autres déplacements pour que nous confirmions tout ça. Avant de répondre à vos questions, quelques réactions sur l'actualité. Elle est tellement dense que je ne vais pas vous noyer avec tout ce qu'on pourrait dire sur tous les sujets. Simplement en évoquer quelques-uns. Je vous parlais de la concurrence, qui sera le thème de notre congrès. Vous savez que l'année 2011 et 2012 ont été extrêmement riches d'événements s'agissant des problématiques de concurrence. Bon, je ne veux pas seulement penser à ce que nous avons connu sur les ententes dans les filières endives ou meuneries. Les procédures sont en cours. En revanche, on a été extrêmement perturbé par les décisions de l'autorité de la concurrence à l'occasion des dossiers de rapprochement de coopératives. Ça a été le cas entre Agrial et Alévir, entre Champagne Céréales et Nourricia. On a des décisions de l'autorité de la concurrence qui portent atteinte aux droits coopératifs, carrément, puisqu'elles remettent en cause certaines relations statutaires des coopératives avec leurs membres. Nous sommes interpellés aussi parce que l'autorité de la concurrence émet des avis qui tentent à freiner ou à ralentir un certain nombre d'alliances, et donc l'émergence de leaders, alors que l'agriculture et l'agroalimentaire en France souffrent particulièrement d'une insuffisance de taille des opérateurs sur certains marchés. Donc on ne peut pas faire moins que de poser toutes ces questions à notre congrès et d'interpeller les pouvoirs publics sur cette problématique qui va vraiment à l'encontre de ce qui est nécessaire pour solidifier l'agriculture et l'agroalimentaire, et pour tout simplement continuer à participer à une stratégie de croissance de notre économie. Donc, sujet majeur. L'autre sujet, c'est la compétitivité. Au lendemain du rapport Gallois et de l'annonce par le gouvernement du dispositif de relance économique par la création d'un crédit d'impôt, CICE, je cherche, crédit d'impôt, compétitivité emploi, merci. Puisqu'il s'agissait d'un crédit d'impôt, nous nous sommes sentis assez vite écartés du dispositif, puisque non éligibles. L'une des caractéristiques de nos coopératives, c'est d'être exonérées de l'impôt sur les sociétés. Donc ça semblait difficile d'être exonéré et en même temps bénéficiaire de la mesure. Pour autant, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire a sans doute été le premier à mettre le doigt sur les problématiques de compétitivité et de distorsion de concurrence avec, à l'intérieur de l'Europe, notamment après que nous ayons vu l'Allemagne nous passer devant à une vitesse fulgurante. Donc nous sommes allés au plus haut niveau des instances gouvernementales et politiques pour dire qu'il n'était pas envisageable qu'une grande partie de l'agriculture soit non éligible à cette mesure importante quand même, puisque je vous rappelle qu'elle prévoit un allègement de 4% de la masse salariale en 2013, de 6% les années suivantes, pour tous les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC. C'est-à-dire, dans notre monde coopératif,
à peu près 70% de la masse salariale. Donc c'est pas neutre. C'est une mesure dont on ne peut pas se passer. Bon, on a, je croise les doigts, mais nous avons été entendus pour l'instant, puisque un député a pris notre proposition d'amendement à son compte, l'a déposé un peu contre l'avis du gouvernement et a finalement reçu un fort soutien, puisque son amendement a été passé, a été voté par les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Il a été voté en fait à l'unanimité. Le député, c'est un député que je connais bien, puisque c'est celui de ma circonscription, c'est Jean-Louis Dumont. Donc c'est un excellent député qui a tout compris à la chose coopérative. Cet amendement, en fait, rend les coopératives éligibles au dispositif. C'est-à-dire que nous pourrons percevoir un montant d'allègement des charges de 4 et 6%, comme le prévoit le crédit d'impôt. Je vous rappelle que le gouvernement avait lui-même compris qu'en retenant les modalités du crédit d'impôt, il allait ne pas satisfaire un grand nombre d'entreprises. Et le gouvernement a lui-même déposé un amendement pour modifier ça, puisqu'il y a des entreprises qui ne paient pas d'impôt parce qu'elles n'ont pas de bénéfices. Hélas, dans la crise que nous traversons, ça existe. Et puis il y a aussi des entreprises qui sont exonérées partiellement ou provisoirement de l'impôt. Donc le gouvernement avait lui-même déposé un amendement pour rattraper toute cette partie du monde des entreprises. Effectivement, il n'avait pas envisagé de rattraper la coopération. C'est maintenant, enfin c'est maintenant. C'est chose faite à l'Assemblée nationale, ça doit maintenant passer au Sénat, donc il faudra que le Sénat confirme, et si ce n'était pas le cas, ça repasserait en seconde lecture. C'est l'Assemblée quand même qui garde la main. Bon, enfin, pour l'instant, on est assez confiant. Et c'est une belle victoire syndicale, si elle va jusqu'au bout, puisqu'il en est quand même pour 100 millions d'euros, s'agissant du secteur coopératif, à peu près. Autre sujet sur lequel nous nous attarderons un petit peu, c'est la LME. Vous savez que les ministres ont réuni tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour tenter d'améliorer un peu la situation. Bon, cette réunion nous a permis d'avoir confirmation par le ministre de la Consommation d'un renforcement des moyens de la DGCCRF et des contrôles. En dehors de ce point, nous avons conditionné, nous, COP de France, avec l'ANIA et la FNSEA, notre participation aux 4 groupes de travail à des décisions du gouvernement que nous attendons avec urgence. C'est-à-dire que si le gouvernement ne bouge pas, nous ne participerons pas à ces groupes de travail. Il y a vraiment urgence s'agissant de certaines filières. C'est le cas, vous le savez, de la filière volaille, c'est le cas de la filière bovine, c'est le cas des secteurs, au fond, de l'élevage, puisque si la grande distribution n'accepte pas de prendre en compte la hausse des coûts de production, nous allons au-devant de catastrophes. Et des catastrophes qui ne sont plus maintenant... qui ne sont plus... enfin, qui peuvent être vraiment mesurées. Enfin, on connaît le résultat de certains groupes industriels des secteurs de l'élevage. C'est vraiment... il y a danger. Si les choses n'évoluent pas, il y a des annonces dramatiques dans les prochaines semaines
qui vont se confirmer. Bon, dernier point, réforme de la PAC. Pour vous dire que on est un petit peu interpellé de constater à la sortie du sommet des chefs d'État que Madame Merkel n'est pas dans le même camp que M. Hollande. Ça nous inquiète un peu. Il y a une approche sur le budget que vous connaissez. La France fait tout pour obtenir ce qui avait été, somme toute, à un moment à peu près acté, c'est-à-dire le maintien d'un budget en euro courant. Mais nous sommes maintenant dans le camp de l'Espagne, de l'Italie, de quelques rares pays qui cultivent encore cette approche. Et Mme Merkel, elle, a enfourché, je ne vais pas dire le combat du Royaume-Uni, mais presque, en tout cas, elle accepte une baisse du budget. C'est quand même donc pas très rassurant, et ça nous rappelle combien il est stupide d'ouvrir le débat sur la répartition des aides, s'agissant de la réforme de la PAC, alors même que le budget n'est pas arrêté, et que les quelques fondamentaux d'une prochaine politique agricole commune n'ont pas été confirmés. C'est ce que nous disons à Coupe de France depuis fort longtemps, et on a raison de le faire. À quoi ça rime de parler d'une répartition nouvelle des DPU, du verdissement, etc., si on ne sait pas si le budget sera constant, s'il diminuera de 6, en tout cas, les politiques agricoles qui sont envisagées, enfin la réforme qui est envisagée, qui est proposée par Ciolos, n'est pas applicable avec un budget à la baisse. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'en débattre, et c'est bien sur les aspects budgétaires qu'il faut se concentrer. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même de profondes divergences qui s'installent entre la France et l'Allemagne sur l'agriculture, puisque, outre cette différence d'appréciation sur le budget, les Allemands confirment que le verdissement ne les intéresse pas, et qu'ils en font leur affaire. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que l'agriculture conserve toutes ses chances de produire. Et l'Allemagne est sur la première marche du podium maintenant en Europe. On sent bien qu'elle a envie de conserver cette place de leader. Bon, la France devrait quand même faire attention à ne pas être trop en décalage avec la position de nos amis allemands. Voilà, donc beaucoup d'autres sujets d'actualité, mais on pourra peut-être les évoquer dans le débat. Nous publions chaque année l'évolution du périmètre de la coopération. Vous allez donc pouvoir le découvrir aujourd'hui. S'agissant de l'année 2012, Yves Le Morvan va nous en dire quelques mots. Bon, on peut dire que la tendance se confirme. Le nombre d'opérations en 2012 est à peu près égal à celui de 2011. Les acquisitions par les coopératives sont beaucoup plus importantes que les cessions. Et cette année, la balance est extrêmement positive. Je crois que le périmètre augmente d'au moins 900 millions, ou presque. Voilà, donc l'évolution de la part de la coopération agricole est tout à fait positive. Je te laisse peut-être compléter. Compléter ou conclure très rapidement, pour ne pas vous abreuver de chiffres. Les éléments qui sont dans ce support, c'est le standard annuel de notre observatoire des chiffres, relation avec la coopération agricole. Comme l'a dit Philippe, le périmètre, c'est-à-dire le périmètre social des entreprises coopératives, plus leurs filiales plus majoritairement croît d'un peu moins d'1 milliard d'euros. Donc nous sommes en développement, la coopération est dynamique. Cela dit, elle l'est également en fonction des filières dans lesquelles nous travaillons. Il y a des filières où c'est évidemment plus facile, d'autres beaucoup plus difficiles. Donc nous sommes à la fois acteurs et en même temps le reflet de la construction des filières.
Donc 900 millions de chiffre d'affaires consolidés en plus par rapport à l'an passé. Très synthétiquement, les explications sont les mêmes, puisque depuis 3 ans, nous voyons 3 types de raisonnements. Je dirais 3 raisons, mais c'est comme les mousquetaires, il y a peut-être 4 points à citer. Le périmètre s'accroît parce qu'on se développe de plus en plus à l'international, même si les coopératives, comme les autres entreprises françaises, se développent bien, mais par rapport au potentiel français, certainement, nous pourrions mieux faire. Et on trouve les grands leaders français, Tereos, Limagrin, par exemple, Agrial, qui croissent à l'étranger. C'est très très bien, on pourrait espérer faire mieux. Bien sûr, il y a également tous les partenariats entre les coopératives et des groupes familiaux ou privés. Et ce sont ces 2 éléments qui expliquent la croissance du périmètre et du chiffre d'affaires. Donc là, on peut retrouver par exemple Agrial dans le secteur laitier avec Sénégral par exemple. On peut retrouver la Berry qui devient majoritaire dans la détention de la Berry, bien sûr. Cristal Union dans son développement avec le groupe Clermondois, etc. Donc on se développe et c'est là qu'on voit la croissance du chiffre d'affaires coopératif. Il y a un 3e élément qui est important, à périmètre chiffré identique, c'est les éléments de réorganisation, de structuration, de restructuration des groupes coopératifs dans toutes les filières qu'on retrouve. Philippe a cité tout à l'heure, en parlant d'autorité de la concurrence, la création d'Ivesia, la création d'Acoliance dans le secteur céréalier. On retrouve également ces progressions dans le secteur betteravier, dans le secteur vitivinicole, par exemple le rapprochement en Alsace entre Bestheim et Aubernais. Ça bouge donc dans le secteur végétal au sens pluriel du terme. Il est vrai qu'il y a un peu moins d'opérations dans le secteur animal, où on est confronté notamment à une relation avec la GMS qui est plus difficile et une application de la LME qui est compliquée dans un cadre où le maintien de la valeur au sein des différents maillons des filières est difficile. Philippe l'a souligné. Cela dit, pour que vous ayez un prisme qui soit quand même correct, on vous présente là la croissance du chiffre d'affaires global de la coopération. On vous parle donc de grands leaders coopératifs, et en tête, il y a 2450 coopératives au total qui toutes font leur travail. On est leader en bio, on est leader dans le maximum de filières. Alors, les quelques éléments peut-être pour conclure de classement qu'on peut vous citer comme tous les ans. Il y a le classement en top 20 des COP françaises. Donc on retrouve peu ou prou les mêmes groupes que l'an passé. Par contre, il y a de façon consistante, notamment pour ceux qui opèrent dans le végétal, une augmentation du chiffre d'affaires liée à l'augmentation des produits dans le secteur végétal. Invivo en tête qui dépasse les 6 milliards d'euros. Et derrière, des groupes qui atteignent des chiffres 3 ou 4 milliards d'euros très, très substantiels désormais. Très substantiels. Cela dit, si on compare ces chiffres avec nos collègues européens, vous voyez que les Français sont bien présents, mais ne sont pas encore au sommet des leaders européens, qui souvent ont une construction un peu différente des nôtres. Vous savez que dans les leaders français, il y a des entreprises qui sont leaders sur monoproduits, et puis il y a une particularité française qui est la coopérative polyvalente. C'est un schéma qu'on ne trouve pas dans les autres pays européens. Vous voyez que là, dans les grands leaders européens, on voit des leaders monoproduits, donc dans le lait, dans le sucre, dans les viandes, Danish-Cran, Lara Foods, Friesland Copina, etc. Donc les Français remontent dans ce classement. On n'y est certainement pas encore au niveau qu'on le souhaiterait. Et si on donne un petit coup de flash pour finir, sans vous abreuver trop de chiffres sur un périmètre là mondial, puisqu'on revient quand même du Québec, d'un sommet international qui a bien mis en valeur le modèle d'entreprise coopérative, mis à part 2 ou 3 entreprises qui sont très particulières dans leur développement, qui intègrent de multiples métiers, c'est le cas en Corée ou au Japon ou un cas américain. Vous voyez qu'ensuite, il y a certes quelques grandes entreprises qu'on retrouve dans un périmètre ou en Australie ou aux États-Unis, mais que les COP européennes, finalement, ne sont pas trop mal placées. Donc les COP françaises montent à l'intérieur des COP européennes dans le classement, encore insuffisamment. Et mis à part un ou deux cas particuliers dans le monde, on commence quand même à démontrer notre potentiel. Le problème n'est pas de dire qu'on est puissant parce qu'on a un gros chiffre d'affaires, mais effectivement, si les entreprises grossissent, c'est pour être fort sur les marchés, dans les partenariats, mais également à avoir les moyens d'innover, de se développer des marques, etc. C'est bien sûr cette logique-là qui prévaut, que ce soit pour les grands groupes ou encore une fois tous les groupes de taille plus réduite, si elles travaillent dans des filières qui sont de taille plus réduite, bien sûr.
Voilà pour quelques chiffres. Ok. Bon, allez, on va répondre à vos questions.